presque. Hein, encore une semaine. Moi, je vais plus j'en peux plus. La semaine prochaine, ça s'arrête, c'est ça? Oui, en espérant que ce soit pas pour Oui, pour le remettre dans un mois. Bah, on y va parce que sinon il devrait sortir. Non, non, non. On attend un petit peu, voir si vos collègues journalistes n'ont pas eu de retour individualisé, donc on ne sait pas combien vous êtes à venir en fait. Ah, voilà, j'ai bien fait d'attendre. Je me disais bien aussi. Je me disais bien que. Il manquait Marcel dessus. Allez, je vais voir si on y va. Allez, on va y aller. Donc, bonjour à toutes et tous pour cette conférence de presse portant sur la contribution citoyenne pour le haut de la rue d'Aubagne. Donc, j'accueille ici, vont vous présenter
cette démarche Florian Grosset de Destination Famille, Mathilde Chaboch, adjointe à l'urbanisme du maire de Marseille. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter notre processus de contribution citoyenne sur les usages du haut de la rue d'Aubagne et les attentes sur l'avenir de ce quartier. Telle était la formulation exacte de notre consultation pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage. La mairie incite à porter cette consultation donc pour le choix d'une assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire ce sont des tiers qui accompagnent généralement les concertations ou les consultations avec les habitants, afin de recueillir la parole des habitants et des habitués de ce quartier. Pourquoi la mairie de secteur ? Parce qu'elle assure la proximité, elle a une position de passeur entre les habitants et les institutions, et bien sûr, vous le savez tous, réussir la réhabilitation de Noailles avec ses habitants est une de nos priorités politiques. Je ne réexplique pas pourquoi. Le périmètre de cette contribution citoyenne, il va de la place du 5 novembre 2018 à la rue Estelle au niveau de la passerelle, et puis les rues limitrophes, la rue Jean-Roch et le haut de la rue Moustier. Dans ce périmètre se trouve le lieu de l'effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne. On y trouve la DUP de la rue d'Aubagne avec les expropriations en cours qui vont, je vous rappelle que le périmètre de cette DUP, c'est du 65 au 83 de la rue d'Aubagne. Ce périmètre, en fait, est le même qu'un des îlots prioritaires d'intervention de la SPLAIN. Alors la SPLAIN, peut-être je dois redire, même si maintenant c'est connu, c'est la Société publique locale d'aménagement d'intérêt national, c'est ça la SPLAIN, chargée de l'habitat indigne. Quand je dirais SPLAIN, je fais référence à cette société, qui est donc censée intervenir sur 4 îlots démonstrateurs, même si ce ne sera pas ses seuls périmètres d'intervention. Il y aura donc des interventions renforcées sur 4 îlots démonstrateurs, dont celui de Noailles-Ventre, qui dessine donc le périmètre du haut de la rue d'Aubagne que je viens de vous décrire. Les concessions d'aménagement à la SPLAIN, d'ailleurs, devraient être votées si le calendrier est tenu. On devrait les avoir en juin ou juillet prochain. L'objectif, il est de cartographier la multiplicité des usages de ce quartier, entre le jour et la nuit, entre l'ambiance urbaine, les commerçants, les habitants, la place des enfants, les modes de circulation. Il y a beaucoup de choses à cartographier pour aider à la décision sur ce que nous pourrions faire sur le lieu de l'effondrement, sur le type d'aménagement d'espace public, de placettes, sur ce que l'on veut sur les pieds d'immeubles qui sont très vides aujourd'hui, puisqu'on est quand même sur un périmètre où il y a eu beaucoup d'évacuations et beaucoup d'arrêts d'activité. Donc, quel type de commerce, quel type de lieu associatif, quel type de service dont on manque, qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on ne veut pas aussi, parce qu'on voudrait recueillir aussi les craintes, il y a ce qui fait consensus et ce qui ne fait pas consensus. Donc on a besoin de savoir aussi ce qui crée du conflit. Comment est-ce qu'on peut avancer selon quelle modalité sur les projets de piétonisation de mobilité douce, quel type d'aménagement rapide, provisoire, à court terme, moyen terme on peut avoir effectivement pour accompagner une réhabilitation plus de fond de ce quartier. Ce n'est pas exhaustif, mais ça vous donne une idée un petit peu effectivement de ce qu'on appelle souvent le projet de quartier. Le projet de quartier, ce n'est pas simplement le bâti, ce n'est pas simplement de réparer le bâti, c'est aussi les interactions avec les habitants, les espaces publics et le reste d'ailleurs du quartier. Je vous précise que les familles des victimes donc, sont bien informées de cette démarche et seront bien consultées de toute façon sur tout projet concernant notamment le lieu de l'effondrement. La forme, donc contribution citoyenne. C'est un vocabulaire que nous avons choisi ensemble au cours des différentes réunions que nous avons eues avec des élus, les techniciens de la ville, de la métropole, nos prestataires, notre prestataire. C'est un vocabulaire qu'on a préféré au mot de concertation ou au mot de consultation. Pourquoi ? Florian pourra vous en parler, mais à mon sens, cette expression, elle exprime bien le moment où nous en sommes. Le moment où nous en sommes,
c'est que les pouvoirs publics au sens large, donc dedans on peut y mettre les élus, les services, l'État. Donc nous, on a avancé. Je vais vous décrire rapidement ce sur quoi nous avons avancé. Il existe aujourd'hui un cadre d'intervention publique qui est, à mon sens, beaucoup mieux défini qu'il y a 1 an ou 2, en tout cas qu'avant les élections. Ce cadre d'intervention publique, il ne décide pas de tout et il permet à un projet de quartier justement d'exister aujourd'hui sans que l'on soit dans une concertation de type enquête publique où on demande aux habitants de contribuer à un projet qui est déjà pensé, réfléchi, avec un architecte qui propose des choses. Donc c'est pour ça qu'en fait, je pense qu'on est dans le bon timing où nous, on a avancé. Et c'est le moment de donner la parole aux citoyens avant que l'on sorte un projet beaucoup plus construit, dessiné. Et donc, en termes de calendrier, finalement, je trouve qu'on tombe à un moment plutôt intéressant. Le mot de contribution citoyenne permet de respecter le positionnement de chacun. Et un livrable écrit sera rendu et une restitution orale aussi sera faites qui permettront de formaliser donc, ce compte-rendu, cette contribution citoyenne. Quand je vous dis que nous avons avancé, j'ai essayé de récapituler en fait, les 5 moments, enfin les 5 étapes en fait, qui nous ont permis d'avancer, et puis les quelques objectifs politiques sur lesquels nous sommes d'accord aujourd'hui avec la métropole. Donc ce sera mon petit point à date, ce qu'on appelle le porter à connaissance de là où nous en sommes. Donc moi j'y vois, comme j'ai bien suivi tout ça, j'y vois 5 points. D'abord, l'activation de la fameuse plane qui, vous le savez, a été créée en 2019, mais qui était une sorte de coquille vide en attendant les élections, la nomination des nouveaux élus, etc. Donc quand nous avons été élus, en fait, c'était une coquille vide qu'il fallait activer quelque part. C'était un outil qui n'était pas encore opérationnel. Donc cette société publique, j'insiste beaucoup parce qu'aujourd'hui, sans elle, on ne pourrait pas faire tout ce qu'on a prévu de faire. C'est un outil majeur de lutte contre l'habitat indigne en termes de levée de financement et d'intervention de la puissance publique. Donc cette société, nous l'avons activée il y a 1 an, tout simplement en recrutant le directeur général qui a pris ses fonctions en mars 2021. Donc vous voyez, c'était il y a 1 an. Deuxième étape, tout un accord politique entre l'État, la ville et la métropole au sein du projet partenarial d'aménagement. Donc Mathilde Chaboch vous en reparlera. Mais ça, c'était pas gagné d'avance non plus, qu'on puisse trouver cette forme de consensus politique en fait, entre les différentes collectivités et l'État investi sur le grand centre-ville. Troisième étape, l'enquête habitat pour actualiser la connaissance du bâti et mieux chiffrer les aides. Donc ça, ce sont il y a eu effectivement des passages à nouveau dans les immeubles et c'est toujours en cours pour actualiser ces connaissances. Quatrième étape, le recensement des immeubles déjà détenus par la puissance publique. Par exemple, qu'est-ce que la ville de Marseille a à apporter au pot commun d'une puissance publique du foncier permettant notamment de construire des logements sociaux. Et la 5e étape, qui d'ailleurs est d'actualité cette semaine, c'est le dépôt d'un dossier à l'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, puisque donc nous avons maintenant formellement, parce que ce n'était pas si clair que ça jusqu'à maintenant, l'ANRU est bien le partenaire du PPA, donc est un acteur majeur d'intervention sur Noailles notamment, puisque Noailles est en quartier politique de la ville, Noailles-Belzunce. Donc nous avons formalisé ces relations et ce partenariat avec l'ANRU. Nous avons déposé un dossier qui comprend une liste d'équipements publics, d'immeubles et une évaluation de surface d'espace public à aménager. Et donc nous sommes en audition à Paris ce mercredi 9 mars. Et donc nous aurons les retours en avril. En tout cas, on sera dans le timing. Et c'était important qu'on puisse effectivement rassurer tout le monde sur les moyens financiers qu'on peut mettre effectivement à disposition d'un projet de réhabilitation de quartier. Aujourd'hui, nous nous présentons devant les habitants donc avec ces moyens financiers et ce consensus politique qui est le suivant. Je le rappelle toujours, même si maintenant les acteurs associatifs et les habitants commencent à le connaître, mais nous évaluons aujourd'hui de 20 à 25%
des immeubles estimés sur les îlots prioritaires de la Splaine, c'est-à-dire il y a 116 immeubles dans l'îlot Noailles Domaine Ventre et 58 immeubles dans l'îlot Halle de la Croix. Donc 20 à 25% de ces immeubles seront maîtrisés par la puissance publique. C'est bien pour cela que nous demandons des aides à l'ANRU pour y produire des logements sociaux selon la répartition suivante. 70% de logements en PLAI+, pour ceux qui connaissent le vocabulaire du logement social, ça veut dire que ce sont des logements vraiment à critères sociaux. Hein. J'essaye de résumer, en tout cas accessibles vraiment à des niveaux de revenus qui ne sont pas des niveaux de revenus élevés comme on trouve dans ce qu'on appelle le PLS. 25% réservés à de la production de logements Action Logement. En fait, c'est plus connu sur le 1% logement, donc ça va être réservé à des salariés. Et 5% réservés à de l'innovation type accession, habitat participatif, etc. Donc si vous voulez, la différence avec avant, le consensus politique qu'on a trouvé, c'est que quand la puissance publique intervient sur le foncier, ce n'est pas pour le revendre à n'importe qui, ce n'est pas pour le revendre à des investisseurs, ce n'est pas pour le revendre à on ne sait qui d'ailleurs, c'est pour le revendre en fait à des bailleurs sociaux qui vont y produire les logements sociaux dont nous manquons à Noailles. Et vous voyez bien que 20 à 25%, finalement, ça nous emmène à un objectif classique en fait, de loi SRU sur de la maîtrise de la mixité sociale et les logements nécessaires à Noailles, puisqu'aujourd'hui, à Noailles, vous savez que le logement social, il est de fait, c'est l'habitat indigne, on compte à peine 4% de vrais logements sociaux à Noailles. Donc en fait, l'un dans l'autre, hein, en maîtrisant cette partie-là du foncier pour en faire du logement social, on remplit beaucoup d'objectifs en même temps, notamment d'assurer la mixité sociale et de faire des vrais logements sociaux qui manquent aujourd'hui dans le centre-ville. Le reste, et du coup ça reste quand même la priorité, sur 80-85% des immeubles, ce sera de permettre aux propriétaires privés de rénover leurs immeubles grâce aux aides de l'ANA. Et donc je rappelle aussi qu'il existe déjà le permis de louer, dont on a eu un bilan fait par la métropole qui est plutôt positif, qui permet à un certain nombre déjà de propriétaires privés de Noailles en fait, de faire des petits travaux ou de se mettre aux normes avant de louer leurs appartements. Ça marche évidemment dans l'accompagnement des propriétaires dits de bonne foi. Pour le reste, il y a du coercitif à mettre en place, ce qui est en cours aussi. Bon, je ne vais pas en dire plus, parce que je pense que j'ai déjà dit beaucoup de choses en termes de messages, mais voilà l'essentiel, le cadrage en fait, sur lequel nous avons avancé, et qui permet maintenant aussi à la parole citoyenne de s'exprimer, en ayant levé un certain nombre d'interrogations, en sachant un petit peu dans quel cadre on est, pour pouvoir avancer plus loin. Vous voyez qu'on ne fiche pas tout. Nous, on sait très bien que la confiance se construit par l'information, les échanges, la transparence et la créativité. Donc, Florian Grosset va vous décrire maintenant la méthode qu'on a retenue pour cette contribution citoyenne. Mais l'idée, c'est de laisser place forcément à la créativité et à l'imaginaire des habitants hein, dans cette phase-là. Et donc, je lui laisse la parole maintenant pour vous présenter la méthodologie retenue. Merci Sophie. Bonjour à tous. Florian Grosset, directeur de Destination Famille, aujourd'hui prestataire de cette contribution citoyenne. Petit PowerPoint de présentation. Alors, c'est une réponse collective qui a été proposée à la mairie du 1-7, à savoir qu'en tant que telle, Destination Famille ne va pas exécuter la prestation. Elle a fait appel à plusieurs partenaires associatifs du terrain pour répondre à cette contribution. 4 missions sont proposées: accompagnement des élus et personnes ressources. Mission 2, mobilisation des habitants et habitués. Mission 3, 2 demi-journées de contribution. Et mission 4, enfin, production des livrables. Vous voyez ici un petit calendrier de la manière dont vont se dérouler ces missions. Elles sont évidemment un peu découpées, mais elles s'articulent entre elles. Plusieurs temps donc d'appropriation avec les élus, des ateliers de mobilisation avant les forums ouverts, des forums ouverts, des ateliers de mobilisation de l'allée vert entre les forums ouverts, et pour arriver jusqu'à la restitution publique.
Dans ce premier temps de mission, c'était effectivement, comme disait Sophie, une co-construction d'un porté à connaissance, à savoir qu'on a souhaité mettre en place des espaces d'échange avec la métropole, l'État et tous les acteurs concernés sur le terrain. L'idée ici étant de mettre à niveau d'information les habitants, la philosophie étant de se dire que pour contribuer correctement, encore faut-il savoir de quoi on parle, et l'idée étant de pouvoir évidemment mettre à niveau d'information les habitants, et de ne pas faire une consultation qui serait juste une vague consultation, mais bien de l'inscrire dans le champ des possibles, mais en lien avec les techniciens et les contraintes techniques. Missions 2 et 3 qui sont ici mélangées sur la mobilisation des habitants. On retient 2 espaces, à savoir ce qu'on appelle, nous, l'existant. La force de la réponse aujourd'hui est de s'appuyer sur les ateliers existants dans les diverses associations, que ce soit dans Destination Famille, Noailles Debout, Because You Art et tous les partenaires associés. Les ateliers existent déjà, on touche déjà le public et ça nous permet de s'adresser à eux directement avec le lien qu'on a de proximité. On n'a pas à créer un lien de proximité, on l'a déjà. Le deuxième temps est celui de l'Aller Vert. Là, je pense plus au Jardin de Noailles ou au collectif citoyen et à l'Assemblée des délogés qui permettent d'aller directement toucher les personnes avec qui on est en contact, qui ne seraient pas forcément venues sur le temps de concertation, mais au moins d'avoir l'avis des principaux concernés. Et ça, pour nous, c'était essentiel. On ne voulait pas que ce soit une assemblée constituée de personnes habituées, experts, qui viennent prendre la parole, voire s'accaparer la parole. Il était fondamental dans cette réponse par rapport au quartier vécu de Noailles, d'avoir les personnes concernées. Et nous, par expérience, on sait que les personnes concernées ne sont pas forcément celles qui viennent dans ce genre de rendez-vous. Ici, une petite illustration de Noailles Debout. Ça, c'est un atelier qui a eu lieu ce week-end sur de l'Aller Vert. L'idée étant de proposer aux enfants et aux habitants de dessiner le futur. Et ça permet déjà de commencer à réfléchir à la question, parce qu'on vous pose une question, vous y répondez, mais si on vous pose la question, qu'on vous la repose et que vous avez le temps d'y réfléchir, les réponses ne sont pas les mêmes. Nous, ce qui nous intéressait dans ce temps de mobilisation, c'est d'avoir ces 3 mois de prestations pour, au fur et à mesure, créer de la construction. Un focus rapide sur les 2 demi-journées de contribution. On a choisi la méthode du forum ouvert. L'idée étant de faire de la progressivité, donc on a une phase d'émergence et une phase de convergence. On a pensé les choses de manière dynamique et construite collectivement. Et enfin, la mission 4, la production de livrables courant avril, fin avril, avec effectivement un petit dossier à rédiger, et aussi des livrables en termes de dessin, de cartographie d'usage, sur lesquels aujourd'hui on ne peut pas vraiment répondre, parce que l'idée est vraiment que ça vienne des personnes concernées, des personnes qui viennent participer. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas savoir aujourd'hui ce que ça peut être, puisqu'on laisse la place au champ des possibles, à la construction collective, la construction des habitants, la construction des habitués. Voilà pour cette présentation rapide. Merci. Et pour finir cette présentation, je laisse la parole à Mathilde Chaboch, qui va remettre un peu, vous présenter tout ça dans le contexte PPA, je pense. Merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors en effet, cette démarche de contribution citoyenne portée par la mairie de secteur s'inscrit dans une plus grande image et se met au service du grand projet qui est le projet partenarial d'aménagement. Donc cet outil qui vient fédérer les initiatives des uns et des autres, là où depuis 20 ans, le centre-ville absorbe des millions d'argent public très mal utilisés, puisque éclatés entre des processus qui se juxtaposent et qui s'empilent plutôt qu'ils viennent entrer en synergie. Parce que jusqu'à présent, les projets qui se sont déroulés étaient finalement très conduits par l'approche technocratique de l'outil qui les portait. Donc au titre de la politique de la ville, il y avait des actions. Au titre de l'opération Grand Centre-Ville, qui était donc une concession d'aménagement, il y en avait d'autres. Il y avait des bouts au titre du droit commun sur l'aménagement des espaces publics, des bouts de projets en rue, certaines concessions Soleam, certaines concessions d'éradication de l'habitat indigne. Bref, je la fais courte, beaucoup de projets, mais très mal reliés les uns entre les autres, ce qui contribuait à une forme de confusion, d'incompréhension, et puis à une espèce de lenteur liée à cette désarticulation en réalité entre les interventions publiques.
Les effondrements du 5 novembre ont provoqué une espèce d'onde de choc. Alors en réalité, il y avait déjà un travail qui avait commencé dès 2017 à venir dire qu'il faudrait peut-être qu'on réussisse à poser un macro-cadre de toutes ces interventions publiques pour les relier entre elles et qu'elles trouvent une forme d'impact et d'efficacité. Mais force est de constater que suite au 5 novembre 2018, il y a eu une accélération dans la prise de conscience de cette nécessité-là. Il fallait une réponse d'urgence aux situations auxquelles on était confrontés, mais il fallait aussi poser le cadre qui permette enfin de trouver un impact et de venir solutionner les difficultés rencontrées. Et donc c'est ce PPA, projet partenarial d'aménagement, qui est une espèce de contrat cadre entre l'État, la ville, la métropole et l'ensemble des outils, dont l'ANRU, dont l'ANA et dont l'ensemble des agences. L'idée de ce PPA, c'est de dire on va poser ensemble un grand projet, on va l'écrire, on va se donner un objectif et on va ensuite en décliner la méthodologie et en faire une espèce de chapeau commun en fait, sous lequel doivent se ranger l'ensemble des initiatives. Finalement, on s'en fiche pas mal que telle action elle soit faite par tel acteur au titre de sa micro-ligne, telle ou telle d'intervention. L'important, c'est se mettre au service de cette réhabilitation à grande échelle du centre-ville. On est sur un périmètre qui fait 1000 hectares. Enfin, vous voyez, on est sur des choses extrêmement conséquentes dans le cadre du PPA. Ce que rappelait Mme Camard, c'est vrai que quand on est arrivé, ce PPA, il était un peu en suspens. Il avait été formalisé en 2019, derrière Covid, élections, et donc il était un petit peu suspendu. Donc il s'est agi pour nous de le faire atterrir sur 2 niveaux importants, la structuration de la gouvernance, donc beaucoup de travail entre l'État, la métropole, la ville pour trouver une façon de se parler, trouver les instances qui nous permettent de le faire avec les bonnes personnes autour de la table et structurer une série de comitologies qui permettent d'avancer, de se dire les choses. Donc ça, on l'a fait au travers d'un avenant au PPA qui vient finalement redonner une place beaucoup plus forte à la ville de Marseille et aux mairies de secteur que ce qu'elles avaient auparavant. Et on a choisi, je ne vous surprendrai pas en disant ça, de prendre très fort toutes les questions de lien avec les habitants, les habitués, les citoyens, puisque vous savez que c'est un de nos fers de lance et un des sujets sur lesquels on est vraiment très allant. Donc ça a permis de repositionner correctement les choses. La ville avait, dans les documents initiaux, un rôle un petit peu d'être assise sur un strapontin, ce qui évidemment n'était pas audible compte tenu des enjeux. Maintenant que ce cadre-là est posé, la SPLAIN étant sur les rails, comme le rappelait Mme Camard, on peut passer à vraiment l'opérationnalité. Et il nous est apparu très important, au-delà de la gouvernance standard, de mettre en place 2 instances. Une qui s'appelle le Collège des maîtrises d'usage, l'idée étant que viennent éclairer l'ensemble des décisions des acteurs publics en charge du PPA, un collège qui rassemble des habitants, des militants, des acteurs associatifs, des commerçants, enfin toutes les typologies en fait, de gens qui font vivre ces quartiers pour qu'ils puissent éclairer l'ensemble de nos décisions. Ce collège, il s'est réuni à plusieurs, on en est à peut-être une petite dizaine d'ateliers pour travailler, se parler, trouver la bonne façon d'avancer et il sera officialisé dans les semaines qui viennent, maintenant que sa composition, son organisation sont en train de se stabiliser. En amont de ce collège, dont le rôle va être extrêmement important au long cours, on l'envisage vraiment comme quelque chose qui va nous être dans un processus itératif avec les acteurs publics. Cette première contribution citoyenne formalisée est une première brique qui va se mettre au service de la stratégie au long cours de concertation. Et donc, elle est très importante. Elle s'attache à un lieu, vous le savez, qui est très lourd dans nos mémoires à tous, encore chargé d'émotions, mais sur lequel il faut à la fois travailler la question de la mémoire et celle de l'avenir en se redonnant un souffle, un projet commun qui vienne aussi redonner de l'espoir sur ce site. À date, sur le site de l'effondrement, Mme Camard le rappelait, il y a une DUP, donc une déclaration d'utilité publique réserve foncière, qui est portée par la métropole, qui était enclenchée avant notre élection, qui permet que la puissance publique vienne maîtriser l'ensemble de ces îlots sur le côté impair de la rue d'Aubagne à compter du 65 et juste en haut. Et cette réserve foncière, elle ne suffit pas, évidemment, il faut se donner un projet. Donc nous, ce qu'on a posé pour l'instant, dès la première modification du PLUI, ça a été de dire, on met sur le site des effondrements un
emplacement réservé, c'est-à-dire il ne peut pas y avoir un projet immobilier standard qui vienne se mettre là. Donc on pose cet emplacement réservé qui porte une idée d'intérêt général, d'équipement d'intérêt général à cet endroit. Est-ce que c'est un jardin? Est-ce que c'est un mémorial? Est-ce que c'est une crèche? Que sais-je? On le verra à l'issue des discussions qu'on entame du coup avec les habitants dans ce cadre-là. Et puis, on a confirmé notre intention de mixité sociale, c'est-à-dire que sur tout le haut, la maîtrise publique va être au service de ce que rappelait Mme Gamard, c'est-à-dire au moins 70% de logement social dans la production de ce qui va être fait. Donc ça, on a posé ça pour ne pas obérer l'avenir en termes de programmation urbaine. On a également lancé en fin d'année des marchés publics, 2 gros marchés en groupement de commandes ville-métropole, l'un sur une assistance à maîtrise d'ouvrage sur les questions de concertation et de participation citoyenne qui va venir, on devrait désigner les prestataires au mois d'avril, et qui va venir nous accompagner pour 4 ans de projet dans la façon de fabriquer le dialogue itératif avec les habitants, donc avec ce collège des maîtrises d'usage qui est là pour nous éclairer, et puis cette assistance à maîtrise d'ouvrage qui va être là pour faire le job. Et encore une fois, cette première contribution citoyenne là sur le haut de la rue d'Aubagne est une façon d'amorcer le processus pour répondre aussi à une forme d'impatience qu'on entend bien et qu'on partage largement, et de ne pas attendre que tous les délais administratifs soient purgés pour démarrer quelque chose. La deuxième assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est celle qui va porter sur le projet urbain et le pilotage d'ensemble du PPA au service de la gouvernance que je vous ai décrite, et qui va nous permettre de concrètement faire les études, enclencher, mettre tout ça dans le bon cadre, pouvoir nous permettre de prendre les décisions étape par étape et d'avancer. Donc là, on est vraiment à un moment clé qui fait qu'à compter du mois d'avril, mai, selon les délais administratifs, on aura les prestataires en état de marche et on pourra dérouler les choses, mais qu'il fallait pour nous, et c'est extrêmement important, commencer déjà ce dialogue citoyen au bon niveau et au bon endroit. Dernière petite chose, dans le cadre du cofinancement qu'on va chercher donc mercredi auprès de l'Agence nationale de rénovation urbaine, un des objets qu'on a posé, c'est l'idée d'une maison du projet, donc un lieu ressource pour le PPA, mais qui sera évidemment en centre-ville. Donc là, on est en train de regarder les lieux qui pourraient l'accueillir, et on va demander à l'ANRU de cofinancer les équipements de ce site. Donc l'idée, c'est pas d'aller acheter un nouvel emplacement, peut-être de puiser plutôt dans le patrimoine qu'on a les uns et les autres, et de le mettre à disposition de cette dynamique, parce qu'on sent très fort que pour pouvoir aller à terme vers de la participation citoyenne vraiment et de la co-construction, la première brique, c'est l'information, avoir accès à une information claire, stabilisée, ne pas se faire balader de porte en porte quand on cherche à se renseigner sur un sujet. Pour nous, il est extrêmement important qu'il y ait ce site identifié qui permette vraiment d'être un lieu de ressources et de faire vivre cette dynamique citoyenne au long cours. Donc elle est prévue dans ce qu'on va chercher comme cofinancement en rue, et elle devrait, dès que possible, ouvrir ses portes et pouvoir du coup créer ce lieu d'information. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour l'instant. Il y a sûrement des questions. Déjà, pour réagir à ce sur quoi vous finissez, Madame Chaboch, est-ce que vous avez une idée de l'endroit où pourrait se situer cette maison? Parce qu'on l'imaginait pendant un temps très proche de Noailles, du côté du cours Saint-Louis. Puis visiblement, le projet a été abandonné. Et là, si on est à l'échelle du PPA, c'est une zone très, très large. Et ça peut se poser un peu n'importe où. Donc, est-ce que vous avez une idée de l'endroit du centre-ville où ça peut se poser? Et de manière beaucoup plus large cette fois-ci. Donc là, on est sur quelque chose qui n'est pas la concertation, qui est une étape intermédiaire, je l'entends bien. Comment ça se positionne dans le calendrier par rapport à une concertation plus globale sur Noailles d'une part, mais le PPA, et qui la porte? C'est-à-dire, est-ce que c'est la SPLAIN, ou est-ce que c'est la métropole, qui me semble-t-il est l'acteur de l'action sur le logement de manière institutionnelle? Donc comment ça s'organise, ça? Et enfin, dernière petite question, elle est effectivement déjà trop large. C'est quoi la stratégie en fait sur le centre-ville? C'est quoi la stratégie de l'action? Est-ce qu'elle est déjà
établi? Est-ce qu'on sait ce que les acteurs vont faire, veulent faire? Et je pense à la métropole, de manière persistante. Ou est-ce qu'il faudra attendre l'issue de l'AMO sur le projet urbain pour avoir la stratégie d'action des acteurs publics sur le centre-ville? Je démarre. Alors, je prends vos questions dans l'ordre. Sur la maison du projet, en effet, pendant un temps, la métropole avait pris un bail sur l'ancien Toinou, que vous connaissez les uns les autres, Cours Saint-Louis, en se disant que ça pouvait peut-être être un site. Finalement, le bail vient à échéance et donc ce ne sera pas le site puisque la métropole n'est pas propriétaire de cet emplacement. Donc, on est en train de regarder dans le patrimoine de la ville et puis de la métropole ce qu'on a dans ce territoire et qui pourrait être mis à disposition pour l'instant. Pour l'instant, je n'ai pas de site identifié. On regarde ce qu'il y a, la capacité, les tailles et qu'est-ce qui serait adapté. L'idée, c'est bien d'avoir un lieu dans l'hypercentre, donc vraiment en proximité, Noailles-Belzins, dans l'hypercentre de la ville et de la métropole, qui rayonne sur l'ensemble du PPA. Une des idées à terme pourrait être d'ouvrir d'autres maisons du projet, notamment pour adresser la partie plus nord du PPA, donc sur le 3e arrondissement. Pour l'instant, ce qu'on se dit collectivement, c'est qu'on va déjà en ouvrir une, la faire vivre, lui donner une dynamique, voir si elle trouve son public, voir comment on peut rectifier le tir. Moi, je pense qu'on est sur une démarche qui doit assumer d'être expérimentale et de chercher un peu son bon mode de fonctionnement. Beaucoup de maisons du projet, malheureusement, dans les projets urbains, sont des lieux un peu vides, où il y a une maquette qui prend la poussière. Donc, l'idée, c'est évidemment pas de faire ça et d'en faire un lieu ressource. Pour ça, on va le tester sur un lieu central, un lieu phare, totem. Moi, je souhaite, et on le partage vraiment avec Madame Camard, que ce soit un lieu identifié qui envoie un signal, où il puisse se passer des tas de choses et voir ensuite si on a besoin d'en développer d'autres. Donc ça, c'est pour vous répondre sur la maison du projet. Sur la concertation plus globale, en effet, donc dans les 2 AMO qu'on va missionner au printemps prochain, il y en a une qui s'appelle Concertation, Information, Participation Citoyenne. Ce marché est lancé dans un groupement de commandes ville-métropole et sera ensuite vraiment piloté dans le cadre du PPA, mais de façon privilégiée par la ville, puisque c'est une des thématiques clés sur lesquelles on s'est positionné. Elle va donc démarrer cette AMO au long cours, puisqu'elle s'engage pour 4 ans au printemps prochain, avec une première temporalité qui est du printemps à l'automne pour animer des premiers ateliers et avoir un premier rendu stabilisé en septembre et pouvoir ensuite enclencher les consultations, les ateliers avec les habitants, en organisant les choses sur le plan thématique, géographique, etc., et venir accompagner l'ensemble de la démarche. Donc en effet, là, on est sur une première brique qui va ouvrir un dialogue au long cours beaucoup plus dans la durée. En termes de portage, donc ce sera un prestataire désigné. Pilotage ville-métropole dans le cadre du PPA, sachant que la ville s'est positionnée de façon leader, on va dire, sur les questions de participation. Sur votre 3e question, et puis après j'en ai fini, sur la stratégie des acteurs. Là, la question que vous posez, elle est évidemment beaucoup plus vaste que ce qui nous occupe aujourd'hui. Il nous a fallu du temps pour vraiment la définir, et maintenant, pour moi, elle est assez claire. C'est-à-dire que le PPA a défini 4 îlots démonstrateurs, qui sont en fait les points les plus durs en termes de complexité urbaine, en termes de dureté foncière, d'enchevêtrement de copropriété, et puis dans les situations de dégradation du bâti, assorties souvent de situations sociales particulièrement complexes, avec beaucoup de précarité, beaucoup de ménages en grande difficulté. Donc l'idée sur ces 4 îlots, c'est qu'il y aura des concessions d'aménagement portées par la SPLAIN et coportée probablement avec Euromed sur celle qui est sur Hoche-Versailles. Donc là, je sors du 1er arrondissement, mais on est dans le périmètre Euromed. Donc il y aura une imbrication là à faire des dispositifs. Donc 4 concessions d'aménagement sur ces 4 îlots démonstrateurs, avec un objectif de recyclage urbain visant à produire majoritairement du logement social, comme le rappelait Madame Camard, et à enclencher des boucles vertueuses avec les habitants. On a beaucoup de propriétaires occupants, de petits propriétaires occupants.
leur permettant d'accéder aux aides de l'ANA, etc., pour qu'ils enclenchent la réhabilitation de leurs immeubles. L'argent public ne peut pas tout, hein, évidemment. Je veux dire, sinon, on serait sur des fourchettes de budget complètement hors d'échelle des uns et des autres. Donc, il faut qu'on enclenche ces boucles vertueuses, et c'est ça qui va se passer dans les cas de concession. Et puis, pour compléter, on s'est rendu compte en travaillant, et moi, je dois vraiment saluer la qualité de la collaboration avec la métropole et l'État. Mais la métropole, c'était un défi particulier de se dire comment on va faire ensemble, comment on va travailler ensemble. Et je trouve qu'on a construit quelque chose de remarquable. Et il faut le souligner parce que c'est pas si souvent que les relations sont aussi fluides avec la métropole. On s'est rendu compte qu'on avait des tas de choses, les uns et les autres, parce qu'il y a des actions de maîtrise foncière qui ont été enclenchées depuis longtemps par la ville, par la métropole, au travers de toutes les concessions. Je vais un peu vite, mais on est propriétaire de beaucoup de choses en centre-ville. Et on s'est dit, mais en fait, tout ce patrimoine, si on le mettait dans un pot commun pour faire une espèce de 5e concession diffuse dans le diffus, puisque c'est un immeuble par-ci, par-là, ça fait près de 70 immeubles en tout, sur lesquels on va essayer d'obtenir, et je pense qu'on l'obtiendra, le soutien de l'ANRU comme sur les autres concessions, pour créer cette opération de recyclage urbain, pareil que sur les 4 autres îlots, créer du coup du logement social dans le diffus et venir réhabiliter tous ces immeubles qui sont autant de lieux fermés, murés, avec des trottoirs barricadés pour l'instant, parce que pour beaucoup, c'est du patrimoine très dégradé. L'idée de ça, c'est qu'on vienne avoir une espèce d'effet d'irrigation, en fait, de l'amélioration du cadre bâti pour enclencher des dynamiques vertueuses du côté des propriétaires riverains et à côté, du côté aussi, pourquoi pas, d'investisseurs qui pourraient se dire, bah, tiens, il y a une dynamique qui se crée sur ce centre-ville et avoir vraiment un effet bénéfique sur l'ensemble du territoire. Donc voilà pour la grande logique au plan urbain. Évidemment, ça s'accompagne par de la création d'équipements publics. Une quarantaine sont prévus dans le périmètre du PPA, l'amélioration des espaces publics et un travail sur les mobilités, la dynamique des pieds d'immeubles, donc notamment la dynamique commerciale. Donc voilà les grandes lignes du grand projet. Pardon, j'étais un peu longue sur ma réponse. Moi, pour compléter, du coup, c'est bien. Je rebondis sur ce que vient de dire Mathilde Chaboch. Si j'entends votre question sur la stratégie, hein, pour moi qui suis côté politique, de manière très simple, il aurait pu y avoir une autre stratégie. Ça aurait été celle du conflit direct avec la métropole, parce que je sens bien qu'on tourne beaucoup autour de ça, qu'il y a encore un peu d'étonnement en fait, sur le fait qu'on se soit entendu ensemble sur ce BPA, et c'est pour ça qu'on se tue à répéter ça. Il y a eu une stratégie politique dès notre arrivée. Nous, on a pris le temps de faire un état des lieux. À partir du moment où le recrutement du directeur général de l'ASPLAIN s'était bien passé, il y a eu une stratégie de sanctuariser la question de l'habitat indigne de nos disputes politiques. Donc, je ne sais pas s'il faut que je le redise comme ça, mais c'est comme ça qu'on a travaillé. On ne l'a pas fait comme ça pour être gentil. Il y a eu un certain nombre de conditions ou de prises de conscience, notamment le fait qu'on s'est aperçu que ce qu'on appelle le transfert de compétences à la métropole toute la thématique du logement n'était pas une bonne chose. Nous, déjà, il a fallu qu'on garde la police de l'habitat. On s'est aperçu, bien évidemment, on le savait, qu'on avait tout le suivi des délogés. On s'est aperçu quand même qu'il fallait qu'on reprenne la main sur les demandes par rapport à l'urbanisme, sur le lien avec les habitants. Et en fait, dans la stratégie, il y a eu de notre part la volonté d'assumer une responsabilité de la ville sur cette question. On aurait pu dire, ce n'est plus notre compétence, que la métropole se débrouille. On aurait pu le dire. Ça n'a pas été notre choix. Donc on a eu une stratégie de construire, c'est vrai, un certain rapport de force avec la métropole pour refaire entendre la voix de la ville. Parce que c'était un peu la situation qu'on a trouvée, c'était tout est transféré à la métropole, ça ne vous regarde plus. Bon. Donc il y a eu quand même toute cette stratégie de reprise en main, d'assumer nos responsabilités de la ville, de le dire, et effectivement d'avoir en face de nous les bons élus de la métropole avec lesquels travailler pour sanctuariser l'habitat indigne de nos disputes. Parce que quand on voit la complexité, le chantier à mener, je veux dire, voilà. Donc moi, je m'en félicite plutôt. On reste vigilant, vous vous doutez bien, mais cette construction de fabriquer du consensus, de remettre la ville à niveau de ses responsabilités, de recréer la confiance avec les habitants, c'est vrai que ça a été un travail politique. C'était ça, la stratégie. Je ne sais pas si je réponds clairement.
vous savez, là je prends la casquette présidente de groupe à la métropole, que tous les sujets ne sont pas comme ça avec la métropole. Sur les transports, c'est virulent. Sur la voirie, ça a été tellement litigieux avec la métropole qu'on récupère la voirie l'année prochaine, tellement on n'arrive pas à travailler avec la métropole sur les questions de voirie. Ce qui fait partie aussi d'une stratégie, parce que quand on parle d'espace public, de piétonisation, de choses comme ça, le fait que la ville récupère la compétence l'année prochaine, c'est aussi une garantie, une fois de plus. Ça veut dire que c'est nous qui allons porter cette responsabilité. Donc c'est vrai qu'on aurait pu être des élus qui aurions pu être élus pour dire on mobilise la population contre Martine Vassal sur l'habitat indigne. Ça aurait pu être ça, si ça s'était mal passé par rapport à la Splaine, si ça s'était mal passé avec le vice-président logement. Il se trouve qu'on a réussi à construire autre chose, avec un collectif d'élus, qui n'est d'ailleurs pas directement Martine Vassal, et avec l'aide de l'État, parce qu'il faut bien voir que l'État local aussi était très attentif à ce que ça se passe différemment. Et donc, la stratégie est celle-ci, voilà, entre conflit, consensus, conflit ou sanctuarisation et réalignement des responsabilités des uns et des autres. Donc, c'est vrai aussi qu'il faut savoir que j'estime que les élus de la ville prennent une part de responsabilité très forte dans cette affaire, hein, qui n'est pas simple aussi non plus pour nous. Je veux dire, on prend des risques aussi, hein, voilà, parce qu'on n'a pas la pleine maîtrise de la compétence. Le seul point de divergence que nous avons eu avec la métropole, il est très politique pour le coup, c'est nous, on avait voté pour postuler à l'encadrement des loyers, parce que je trouve que ça va bien manquer dans la période. Et la métropole, là, il y a eu un désaccord politique. La métropole n'a pas voulu, qui a la compétence logement, hein, n'a pas voulu confirmer l'entrée de notre ville dans ce dispositif d'encadrement des loyers. Bon, ça, c'est un désaccord politique qui reste avec la métropole. Sur le reste, je vous ai quand même décrit un certain nombre d'avancées quand même depuis un an, où on a trouvé ce consensus-là. Ce qui a aidé aussi, c'est qu'il faut savoir que de toute façon, en fait, on n'aurait pas les financements de l'ANRU ni les financements de l'État si on n'avait pas des objectifs forts de mixité sociale, de logements sociaux, etc. Alors, peut-être qu'avant, ce n'était pas dit comme ça et qu'il n'y avait pas les financements à cause de ça. Je ne vais pas aller plus loin. Mais il faut dire aussi qu'on est aidé et accompagné dans cette stratégie-là par l'État qui met un certain nombre de conditions. L'ANRU, ils ne vont pas financer tout et n'importe quoi, notamment sur la partie immeuble bâti. Donc ça aussi, ça nous a aidés. En fait, finalement, quand on rentre dans le dossier, quand on le reprend par aussi un biais technique pour se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ou pas faire, on s'aperçoit qu'on avait aussi un peu le sens du vent avec nous pour obtenir un certain nombre de financements d'aide de l'État. Donc ça aussi, c'est un autre sujet. Du coup, avec ce que je vous décris là, je n'ai pas très bien saisi votre question sur qui porte le projet, parce qu'en fait, vous comprenez qu'on a un consensus d'élus qui pilote tout ça. Je vous rappelle du coup que moi, par exemple, tout est dans tout, en fait, hein, puisque moi, je suis la représentante de la ville au conseil d'administration de la Splaine. Donc, ici, notre contribution citoyenne, je vous le rappelle, concerne un îlot prioritaire de la Splaine où il va y avoir une concession d'aménagement globale de la Splaine. Donc on est quand même en phase, voilà, on a essayé vraiment d'aligner toutes les conditions pour que cette contribution citoyenne, elle ne soit pas évanescente, flottante, voilà. J'ai essayé de raconter ça, mais je ne sais pas si ça vous convient. Ça fonctionne, oui, c'est bon. Oui, Julie Rampal pour Gomet. Une question justement sur le financement de l'ANRU. Combien est-ce que vous espérez obtenir de financement et quel est le coût total quel est le coût total de l'opération sur l'îlot Noailles, enfin le ventre de Noailles et voilà, sur la rénovation de ce quartier? Sur le montant précis sur Noailles, on est encore en train d'affiner, donc je ne peux pas communiquer là-dessus. En revanche, sur le montant global du projet sur le PPA qui va faire l'objet du cofinancement ANRU, hein, on est sur un ordre de grandeur d'un peu plus de 600 millions d'euros sur
au global l'ensemble des interventions, dont environ 350-360 millions qu'on va demander à l'ANRU. Ça, c'est sur le périmètre PPA, donc sur les 1000 hectares, avec les 4 îlots démonstrateurs, le 5e îlot dans le diffus, hein, les près de 70 immeubles dont je parlais tout à l'heure, et 3 grosses copropriétés dégradées qui sont inclus dans le travail sur ce PPA. Bel Horizon, Bellevue, Maison Blanche, sur lesquels les projets fins restent à affiner, mais qu'on a positionnés dans ce dispositif-là. Donc le PPA, c'est évidemment beaucoup plus global que le strict sous-quartier, entre guillemets, de Noailles. Voilà, ça c'est ce qu'on va demander à l'ANRU. On saura, à l'issue du CNE et des décisions de l'État, ce qu'on aura obtenu. Évidemment, on communiquera à ce moment-là, quoi. Et ces 360 millions, ils se répartissent comment entre la partie maîtrise foncière, logement social et la partie équipement public, espace public? Bah là, c'est justement ce qu'on ne veut pas communiquer parce que c'est ce qui va faire l'objet de l'examen attentif de l'ANRU. Voilà, c'est effectivement, ils ont des règles assez précises, hein, de faire un peu un ratio entre équipement public et immeuble. On a demandé beaucoup d'équipements publics. Donc sans doute, voilà, ça va faire partie de la discussion un peu avec eux. Et nous, il faut qu'on leur fasse comprendre. Je suis en train de préparer mon intervention jeudi qu'on est en rattrapage aussi. Vous savez, nous, vous connaissez la situation, en fait, sur Noailles, on n'est pas sur une opération classique de l'ANRU qui va débuter maintenant. Il y a tout le passé, le passif, il y a déjà eu des évacuations, etc. Vous connaissez mieux que moi l'histoire. Donc c'est aussi d'argumenter sur le fait que en même temps, ce retard aujourd'hui, il va permettre d'aller plus vite, paradoxalement, sur tout ce qu'on demande, notamment sur les équipements publics où il n'y a pas de scoop, c'est toujours les mêmes, qui sont en retard. Et donc, ça fait partie un peu du cœur de notre audition jeudi, de faire comprendre qu'il y a les deux et que les équipements publics, c'est très important parce qu'il y a eu beaucoup de retard qui devait être fait avant. Il y a aussi sur la question des équipements publics l'idée de ce rattrapage, mais aussi de créer un cadre de vie agréable et attirant pour tout un tas de populations, les habitants actuels de ces quartiers, mais aussi d'autres habitants dans une logique de mixité qui doivent pouvoir avoir des écoles en état correct, des équipements sportifs, des équipements culturels, enfin voilà, tout ce qu'on cherche tous dans une ville. Et ça participe aussi, je pense, de la prise de conscience un peu consensuelle que rappelait Madame Camard avec la métropole, de se dire mais en fait ce centre-ville, il a besoin que toutes les fées se penchent au-dessus de son berceau une bonne fois pour toutes et dans un cadre bien pensé, y compris pour trouver sa propre dynamique et son propre développement, parce que les équipements vont à la fois s'adresser aux habitants actuels, mais aussi à d'autres personnes qui pourraient avoir à cœur de s'y installer, et qu'il faut que tout ça marche sur ses deux jambes, quoi. Donc il y a vraiment l'idée d'une boucle vertueuse en fait à engager pour la réhabilitation de ce centre-ville. Puisque vous parlez d'équipement, où est-ce qu'on en est du centre social du domaine ventre qui était lancé puis qui a disparu Non, il est toujours là, justement. On l'a remis dans le dossier, celui-là. En fait, il y a deux parties, vous savez. Il y a le local du 44 rue d'Aubagne, et puis le projet à l'intérieur de la copro là, du domaine ventre. Nous, on a avancé sur le 44 rue d'Aubagne. Je n'en dirai pas plus là, mais on a débloqué le dialogue avec Marseille Habitat, qui bloquait en fait les normes de travaux pour en faire un établissement recevant du public. En fait, il fallait débloquer l'accès arrière. Donc, il y avait la Soleam et Marseille Habitat en fait qui se parlaient pas, en fait, qui n'étaient pas d'accord sur quoi faire. Ça, on a débloqué nous ce dialogue-là entre Marseille Habitat et la Soleam, et du coup, je suis assez confiante sur le 44. Et sur la partie du domaine ventre, là, il y a tout simplement un certain nombre de recours qui sont toujours en cours. On a exploré un peu d'autres possibilités. Noailles, c'est tellement compliqué que finalement, on serait plutôt pour vraiment essayer de le réaliser à cet endroit-là. Et donc, on l'a remis dans le dossier, sachant que le dossier de cet équipement, il portait sur les deux sites. Donc, on ne pouvait pas non plus trop risquer d'en faire sortir un des lieux et pas l'autre.
Donc je pense qu'après, il faudra continuer le dialogue avec la copro, les servitudes de passage et tout ça, parce que c'était vraiment compliqué. Mais voilà, finalement, on garde on l'a gardé, on l'a remis dans le dossier. Bonjour, j'avais une question concernant le calendrier, puisque là, on voit qu'on est au début encore d'une consultation, puis d'une concertation, puis on va avoir quand même encore pas mal d'étapes administratives avant qu'on arrive à imaginer ce que va devenir cet îlot. Que peuvent espérer les habitants qui sont toujours sur place, quelle échéance en fait ils peuvent regarder pour l'avenir? Ça, c'est le calendrier Splaine. Pour le coup, dès que la concession d'aménagement est confiée à la Splaine, derrière, il y a des appels d'offres qui partent. Et justement, il pourrait bien y avoir un coup d'accélérateur. En fait, moi, j'attends le balancier inverse qui va nous revenir dessus avec des choses qui démarrent d'un seul coup, tout d'un coup. Hein. Mais il va y avoir toute une série d'appels d'offres sur l'aménagement, le bâti. Il est possible quand même que... Bon, la Splaine, elle a l'habitude, elle a un calendrier optimiste où on commencerait à voir concrètement des échafaudages sur la fin de l'année. Mais voilà, en tout cas, sur les 2-3... Enfin, moi, quel est le but, en fait? Il faut là, je veux dire, un mandat, ça passe vite, hein, puis je peux vous dire que c'est compliqué pour les élus aussi, tout ça, toutes ces étapes techniques. On est quand même dans une gouvernance sacrément complexe. Je ne sais pas si ça existe ailleurs, un tel millefeuille de couches de décision. Nous, il faut absolument que sur ce mandat, dans les 2-3 ans qui viennent, ce soit absolument incontestable que ça y est, on a franchi une étape, que les travaux sont commencés, qu'on sait où on va, et qu'après, on ait franchi cette étape-là de l'impuissance et du fatalisme. Ah, on n'y arrivera jamais. Voilà. Hein. Donc, est-ce que tous les immeubles seront faits dans les 3 ans? Non. Mais est-ce que tous les aménagements seront prêts? Non. Mais il faut que les chantiers démarrent et que ça y est, on passe à une étape suivante après. Voilà. En tout cas, on sait bien que s'il n'y a rien qui se fait avant 2025, franchement, les gens ils seront très mécontents, ils auront raison. C'est pas possible de continuer comme ça. Nous, à chaque commémoration du lieu de l'effondrement, on nous demande alors, et du concret, je peux vous dire que c'est une pression aussi sur nous, et on sait très bien qu'on ne peut pas se continuer à dire on concerte, on consulte, ça va arriver. Et c'est pour ça que je rappelle à chaque fois toutes les étapes par lesquelles on est passé, qui sont très techniques et politiques, mais nécessaires, et qui créent une sorte, les fondations, c'est le cas de le dire, de l'intervention publique pour qu'elle aille plus vite après. Donc ce temps de fondation, je pense qu'il a été nécessaire. Voilà. Après, quand vous aurez la Splaine qui va rentrer en action, ils sont en train de recruter, il va y avoir des chargés d'opération, il va y avoir un niveau de moyens d'intervention publique quand même assez fort sur Noailles, hein, avec des chargés d'opération par rue, des suivis de copro. Ça va être quand même un dispositif assez intéressant, je pense, pour les habitants. Oui, c'est notre objectif, qu'on puisse voir effectivement des travaux démarrer d'ici la fin de l'année si tout se passe bien. Et sinon, c'est 4 ans, c'est à peu près 4 ans de travaux en tout, c'est ça? Mais ça marche pas comme ça, mademoiselle. En fait, dans le public, il y a des appels d'offres, il y a des gens qui font des recours, il y a des procédures juridiques. Donc, en fait, si vous me demandez à moi quand est-ce que ça peut démarrer, si je pouvais vous dire dans 3 mois, je le dirais. Mais là, en fait, un temps rapide d'action publique, dans le public, c'est minimum 2-3 ans, effectivement. Et c'est pour ça qu'on on est les premiers à trouver le temps long, mais c'est aussi tout le temps des procédures, d'appel d'offres, de choix des entreprises, de suspension des recours quand il y a des permis de construire, etc., etc. Donc, par exemple, la dimension, est-ce qu'il va y avoir des recours sur des permis de construire? Ça, on ne la maîtrise pas, voyez. J'ai vu là sur le chantier des écoles des abeilles, on a eu du bol, on est sur un délai rapide. Alors, je peux vous dire, ça fait 1 an qu'on est dessus, ça y est, ça va démarrer. Et en fait, c'est un temps rapide d'intervention de l'action publique entre le moment où on dépose un permis de construire et le moment où le chantier démarre. Il n'y a pas eu de recours, ça facilite aussi l'avancée d'un chantier. Donc vous voyez, c'est pour ça que je suis un peu gênée de répondre, parce que c'est tellement, à chaque fois, il y a tellement malheureusement de forces de rappel qui peuvent empêcher un
un projet précis sur un immeuble ou un équipement public. Je disais 4 ans parce que tout à l'heure, vous parliez d'une durée de 4 ans, Madame Chaboche. Sur les 2 AMO, oui, voilà. Sur une des AMO. Ouais, sur les 2 AMO. Après, juste sur le calendrier, ce qui est sûr, c'est qu'il y a... Moi, je crois qu'il faut vraiment avoir cette vision qu'on a eue de se dire, en gros, face à des moyens publics qui sont potentiellement importants, hein, si l'ANRU nous suit à la hauteur des moyens demandés, c'est un montant extrêmement conséquent. Néanmoins, face à l'océan de ce qu'il faut rattraper, à l'état des immeubles de ces 1000 hectares, à la quantité d'équipements qu'il faut produire, c'est pas non plus complètement dément. Donc l'idée, ça a été de se dire, mettons l'argent public là où l'argent privé ne peut pas aller, mettons-le cet argent public sur les points durs, mettons nos moyens sur les situations les plus compliquées, les plus indémêlables et les plus exigeantes techniquement. Et donc, on a décidé de se concentrer là-dessus. Donc, les immeubles auxquels nous, puissance publique, on va s'attaquer via la SPLN et les concessions d'aménagement sont les immeubles les plus en difficulté, qui sont autant de points noirs, de signaux négatifs qui existent sur le territoire. C'est les immeubles murés, c'est les immeubles où il y a des périls depuis des années, c'est des immeubles qui sont dans des tels états de danger que les rues sont fermées avec des GBA depuis des années. C'est donc des immeubles qui contribuent pour moi à grever le quartier, à l'empêcher de se projeter, à empêcher les voisins d'à côté de se dire bah, allez, on va refaire notre façade correctement parce qu'on a envie de maintenir notre cadre de vie, et qui contribuent à ce que les boucles d'investissement privés ne s'enclenche pas, en quelque sorte. Donc l'idée, ça a été de se dire, on met l'argent public sur les trucs les plus compliqués, qui sont vraiment les plus lourds à purger et les plus chers. On y va et on se met là-dessus. L'idée, c'est qu'en parallèle, on active l'ANA. L'ANA qui vient aider les propriétaires à faire les travaux dans leurs immeubles et à faire leur réhabilitation. Et qu'on puisse avoir cette approche avec les propriétaires, de les inciter à faire. Et puis pour ceux qui ne seraient pas très motivés ou récalcitrants, qu'on puisse aussi avoir des approches coercitives pour les mettre en demeure de réaliser les travaux dont on a besoin pour ne pas se retrouver avec un énième 5 novembre à l'appui. Donc l'idée, c'est que l'argent public concentré sur les points durs ait un effet d'entraînement sur les dynamiques privées vertueuses. Ce n'est pas les pouvoirs publics qui vont pouvoir réhabiliter eux-mêmes tous les immeubles du centre-ville de Marseille, sur 1000 hectares. C'est une évidence. Donc l'idée, c'est bien que l'argent public mis au bon endroit ait un effet de maïeutique, de déblocage sur les investissements privés autour, et que du coup, des échafaudages, il y aura les nôtres, je rejoins Mme Camard, et j'espère qu'ils y seront le plus rapidement possible, mais il y aura aussi tous ceux des autres. Pour l'instant, sur le centre-ville de Marseille, on a très peu de demandes de travaux. Quand on a un permis de construire sur le premier, on a presque envie de faire la fête et de se dire super, il y en a un qui part. N'empêche qu'il y en a quand même un petit peu. Et il y en a quand même un petit peu plus. Là, tout récemment, on était avec Mme Camard et M. Itier, vice-président de la métropole, M. Amico, sur la remise des clés d'un immeuble rue Papert par l'EPF à Logirem pour y construire du logement social. Une super réhabilitation. Il va y avoir des logements très qualitatifs, du parc social de droit au lieu du parc social de fait qui empoisonne le quotidien des habitants. Et c'est une opération formidable. C'est un signal. Alors évidemment, on est sur des petites typologies d'immeubles. Donc là, c'est 22, je crois, de mémoire. Voilà. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on mette l'argent sur les points durs pour débloquer les situations, et qu'il y ait aussi tous les projets qui vont se faire dans ce cadre-là, mais sans que ce soit nous qui les portions. Évidemment, on ne peut pas tout faire nous-mêmes. D'où l'idée de se concentrer sur les points durs et les équipements publics, parce que les équipements publics sont un facteur d'amélioration globale du cadre de vie, de ce qu'on vient chercher quand on habite dans le centre-ville de la deuxième ville de France. Évidemment, on veut avoir une école en bon état à côté de chez soi, où on emmène son gamin à pied sans se poser de questions. Ça fait partie des services de base, de même sur l'offre en petite enfance, l'offre en services socioculturels. Et donc il faut mailler les deux choses, marcher sur nos deux jambes, pour que des dynamiques vertueuses, y compris portées par les acteurs privés ou les bailleurs sociaux entre eux, etc., puissent s'enclencher. Et donc il y aura beaucoup d'échafaudages. Moi j'en suis convaincue. Mais pas forcément que ceux des puissances publiques. Non, c'est paradoxal. En fait, on sera content quand il y a des travaux et des échafaudages. Généralement, les élus, ils craignent les travaux parce que ça crée des nuisances. Mais effectivement, souvent souriant, je dis je serai contente quand je verrai plein d'échafaudages dans le centre-ville. Voilà.
une fois de plus, j'insiste sur une dimension, parce que je parlais de toutes ces procédures là, judiciaires, administratives, etc. Par exemple, je sais que sur Halles de la Croix, donc un autre îlot un peu plus bas, on sait que les procédures, elles ont déjà avancé. En fait, on est tellement en retard, c'est tellement long, qu'au moment où on active tout ça, l'avantage dans le malheur, c'est qu'il y a malheureusement beaucoup d'immeubles qui, ça y est, sont déjà vides, beaucoup d'immeubles où, ça y est, on a fini d'acquérir la propriété de l'immeuble. Donc c'est pour ça qu'on peut être un petit peu optimiste quand même sur certains délais, c'est-à-dire qu'il y a certaines opérations qui vont intervenir sur un bâti qui est déjà prêt juridiquement en fait. Il ne faut plus qu'y aller, mettre l'argent et y aller. C'est pas comme si voilà, il fallait commencer la procédure maintenant. C'est le cas notamment à Halles de la Croix, en face des commerces, là où bon, ça se sait, ça se voit que les immeubles ils sont vides et ils attendent l'opération à démarrer, quoi. Voilà. Bonjour. Vous avez parlé des écoles, de la SPLAIN. Il y a Franck Caro, le directeur de la SPLAIN, qui a également pris la direction de la SPEDEM. Je ne sais pas comment la prononcer. SPEDEM. Est-ce que c'est gênant et est-ce que la situation va durer longtemps ou pas? Alors non, pas du tout. C'est vraiment une fonction qu'il a acceptée à titre administratif, le temps que le jury de recrutement du ou de la directrice générale de la Société des écoles soit recruté et que donc il puisse passer le relais. On avait juste une nécessité administrative d'avoir un directeur général et il a accepté de le faire sans du tout prendre la charge de la direction de la Société des écoles. Et c'était pas fin février, ça devait pas durer un mois C'était pour un mois et ça a été prolongé d'un mois le temps que le jury se tienne et qu'on puisse du coup choisir le directeur ou la directrice. En tout cas, il n'est pas question qu'ils fassent les deux du tout. Vous avez à disposition aussi Florian Grosset pour Destination Famille, pour le prestataire de la contribution citoyenne, donc n'hésitez pas. L'association des commerçants de la place de la Croix font partie du jardin, donc Laurent Miller qui est le président, et on doit se voir justement demain pour rencontrer Roland Cazola pour tout ce qui est au niveau des terrasses, etc. Mais on n'a aucune précision pour l'instant du tout sur qu'est-ce qu'il y aurait en projet. Vous avez l'air de dire qu'il y a déjà un petit peu un projet par rapport à la place de la Croix. Non, attendez. Bon, là, aujourd'hui, c'est le haut de la rue d'Aubagne. Sur Halles de la Croix, c'est plus simple. C'est une place, ce qu'on appelle, c'est la réhabilitation de bâti. Après, aménager la place, il n'y a pas de souci pour que, effectivement, dès que la SPLAIN démarre ses travaux, ça va redonner un peu de souffle ou d'espoir à ce petit bout de quartier. Effectivement, ça, c'est tout à fait à notre dimension, de faire la petite concertation qui va bien, sur quelles activités on met, le rôle des terrasses, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est beaucoup plus circonscrit, en fait. Il y a déjà quelque chose qui doit démarrer sur la Halle de la Croix. Mais là, quand on dit projet, il faut toujours faire attention. Est-ce que c'est juste le bâti? Est-ce que c'est tout un quartier? Là, je parlais simplement des immeubles qui sont en face des commerçants, là, que tout le monde visualise très bien, parce qu'ils sont murés, et sur lesquels on n'a que trop tardé de commencer la réhabilitation, tout simplement. C'est comme on a commencé à faire du porte-à-porte, et effectivement, c'était aussi, bien sûr, le haut de la rue d'Aubagne, et la question, c'était est-ce qu'on voulait quelque chose de suivre sur Noailles aussi. Enfin, voilà, donc du coup, c'est arrivé sur cette question a été remontée. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? C'est une toute petite dernière. Est-ce que vous avez des travaux d'office qui ont démarré sur Noailles? Parce que ça, c'est une bonne manière d'avoir des échafaudages, hein, c'est de faire des travaux à la place. Il y en a eu sur le périmètre de la DUP, parfois. Ça a été d'ailleurs l'un des montants les plus importants. Et après, écoutez, au fil de l'eau, là, j'ai pas un état récent, mais c'est vrai que c'est un dispositif qui peut beaucoup aider. Je pense qu'on attend quand même un peu si vous voulez, les travaux d'office, là, il faut qu'on y fasse attention à Noailles pour pas que ça envoie des messages contradictoires. D'ailleurs, on a vu sur le 75
tous les conflits qu'on a eus sur est-ce que le propriétaire il a fait les bons travaux, qu'est-ce que la ville fait, qu'est-ce que le propriétaire fait, est-ce que c'est les bons travaux, à quel prix du coup derrière, hein, se passe l'expropriation. Donc je dirais aussi que sur Noailles, il ne faut pas non plus qu'on parte dans tous les sens n'importe comment. Sur les travaux d'office, on le fait vraiment, je pense, quand il y a vraiment nécessité à le faire. Et il ne faut pas qu'on prenne une tactique différente de ce qui va se passer avec la Splaigne, ou au contraire qu'on se coordonne avec la Splaigne pour savoir ce qu'on y fait. Sinon, on va partir tous azimuts. Et voilà, donc par exemple, peut-être faire les travaux d'office en dehors des îlots prioritaires. Enfin, voilà, faut qu'on fasse attention à ne pas tout mélanger. Merci beaucoup. Voilà, bon, c'est dommage que Florian n'ait pas trop répondu, mais quand même, je voulais vous dire à quel point, enfin, moi je suis émue de ce qu'on est en train de faire parce qu'on revient de très loin. Voilà. J'espère que ça va bien se passer. J'espère que ne pensez pas que ce soit si facile. C'est un quartier qui souffre beaucoup. J'ai reçu les riverains de la rue d'Aubagne. Ils ont leurs problématiques aussi. C'est pas consensuel de faire ce qu'on fait. Il peut y avoir beaucoup d'ailleurs, je leur ai vraiment demandé de venir au forum ouvert. Il ne faut pas croire que les habitants, ils ont tous la même vision du quartier. Ils n'ont pas les mêmes demandes, chacun, les uns les autres. C'est important aussi que ça ressorte dans cette contribution citoyenne. Et voilà, qu'on puisse aussi, du coup... Vous savez, c'est un quartier où il y a eu tellement de personnes qui sont parties que, par exemple, je vois quand il y a des nouveaux arrivants au compte-gouttes, c'est comme si certains habitants qui sont encore là venaient leur expliquer la mémoire du quartier, qu'on ne peut pas y faire n'importe quoi. Vous savez, ce quartier, c'est Noailles, on est cool, on fait ce qu'on veut. Il y a beaucoup de choses qui vont se reconfigurer, en fait, je pense, dans ce qui va apparaître dans cette contribution citoyenne. Donc je voulais le dire, là, parce qu'on a été très technique, mais c'est un quartier qui, voilà, enfin, où il ne faut pas croire que tout est simple, consensuel, non, quoi. Et au contraire, il y a beaucoup de non-dits. Beaucoup de souffrance. Nous, on a beaucoup travaillé sur le haut de la rue d'Aubagne, sur la sécurité au début. Si on n'avait pas travaillé sur la sécurité, on n'aurait pas pu faire cette contribution citoyenne. Et heureusement, tout est précaire, mais il y a un certain... On nous a dit que ça s'était quand même un peu amélioré. Et du coup, on peut y aller aussi en étant un peu plus en confiance avec les uns les autres, parce que ça reste quand même un quartier très meurtri. Voilà, voulez-vous le dire quand même ? Et justement, une dernière question. Quelles sont, vous avez rencontré les habitants, quelles sont les demandes qui ressortent le plus ? Moi, j'espère que ça va s'exprimer dans le forum ouvert. Mais par exemple, vous savez, quand on dit logement social, ça peut faire peur à certains. C'est pas forcément leur vision. Vous croyez que c'est consensuel de faire du logement social ? Pas forcément. Qui c'est qui va habiter là ? Voilà. Il y a le type de commerce. La question du bruit. Qu'est-ce qu'on va nous mettre dans la rue, si c'est piéton, voilà, ok, il n'y a plus les voitures, mais il y en a marre du bruit des deux roues, la question de comment on met des activités dans l'espace public en respectant les riverains, voilà, il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser, c'est normal, et il faut écouter tout le monde, tous les publics, les commerçants, les habitants, les habitués, les familles des victimes, et c'est important que tout ça ressorte pour que finalement qu'on reconstruise, qu'on soit fidèle à l'identité de Noailles, mais voilà, qu'on réinvente aussi une nouvelle écoute dans ce quartier qui est quand même beaucoup plus subtil qu'on ne le pense souvent. Alors pour préciser un peu, effectivement, une des grandes attentes que nous, on va essayer de faire remonter, c'est certes qu'il y a des éléments de consensus, mais ce qui nous intéresse, c'est de voir là où il n'y a pas de consensus. Et c'est là où ça va créer des frictions, c'est là où il y aura un besoin d'aide à la décision, un besoin d'accompagnement pour voir qu'est-ce qu'on fait à ces endroits où il n'y a pas de consensus. Oui, on aimerait bien dans la restitution faire apparaître ces éléments très clairement. Attention, là il y a un point de désaccord. Comment on va faire ? Et surtout aussi dire peut-être que les forums ouverts, c'est un petit peu ça, c'est de permettre justement à plein de personnes. Du coup, tu peux te présenter dans le cadre de la prestation ? Oui, donc Assia Zouane, donc moi je fais partie aussi de la préparation du forum ouvert et de l'association Liminaux de Noailles. Non, c'était juste pour rebondir en disant que le forum ouvert, c'est aussi un lieu où il y a plusieurs personnes qui sont complètement différentes, qui peuvent venir s'exprimer.
et avec des tensions, des désaccords, des accords, mais c'est aussi l'idée du forum ouvert, c'est ça. C'est qu'en général, quand on a des réunions publiques, quand il y a des gens dans les estrades, les gens ont du mal à faire un débat, ont du mal à débattre, ont du mal juste à poser des idées, juste des idées, permettre aux gens de mener des idées, de les apporter, de les poser. Voilà, c'est juste pour compléter comme quoi ce sera une journée où il y aura vraiment possibilité de parler directement dans des lieux et des petits groupes. Ce qui fait peur, c'est qu'on est tous ensemble dans une grande salle et qu'on n'a pas accès à la parole, en fait. Donc là, l'idée, c'est que tout le monde ait accès à la parole, quelles que soient les personnes, quoi. Et le lieu du forum, au centre municipal d'activité de Sénac. Oui. Le samedi 12 et le dimanche 27 mars. L'après-midi. J'avais juste une question technique sur les deux forums. Justement, il y a une suite. Le deuxième, c'est la suite du premier. Il faut être présent aux deux ou ceux qui peuvent. Non. C'est ou l'un ou l'autre. Ou ça va se passer comment pour ceux qui veulent venir? Alors, tout l'intérêt de ce qu'on a proposé, c'est de faire un long mouvement de fond, de mobilisation. Donc, il y a, avec les temps d'atelier, l'aller vers le porte-à-porte, et ces 2 temps de forum qui sont le premier, comme je disais, c'était de l'émergence, faire émerger les premières questions, en mode on peut rêver tous ensemble, mais dans un cadre très précis qui est celui des contraintes techniques qu'on a fait remonter. Et le deuxième temps du forum, c'est évidemment la convergence, où là, on va essayer de décider ensemble de ce qui pourrait être fait. Mais tout le monde est libre de venir à l'un, à l'autre, au suivant. Le principe de faire venir le plus de monde possible et sans trop encadrer les choses, ça permet de faire venir des personnes qui ne sont pas habituées, qui sont pas, comment dire, des personnes qui ne prennent pas part au processus habituel. Qui ne s'autorisent pas en général à venir à ce genre de réunion. Ou les commerçants, par exemple, qui ne vont pas être facilement disponibles le samedi, mais qui vont peut-être pouvoir plus facilement venir le dimanche. Ou les familles qu'on ne voit jamais, en fait, dans ce genre de conférence. Exactement. Et le fait, justement, de les mobiliser avant et de les mettre en action avant et qu'elles participent le jour J pour différents espaces, on espère en tout cas. En tout cas, c'est l'intention qu'on a et après, on n'a pas la maîtrise de comment ça se passe le jour J. Sinon, il y aura tout le travail de porte-à-porte aussi qui va être remonté. Les informations qui seront recueillies par le porte-à-porte. Comme nous, on a commencé déjà sur la rue de Bagne avec les riverains de la rue de Bagne. Mais voilà, un petit peu partout, il y a des porte-à-porte. Toutes les associations s'y intéressent. Alors effectivement, pour conclure un peu cette présentation, je parlais de réponse collective en tout début de présentation, mais voilà, ce que disaient Edwige, Molly et Assia, c'est exactement ça. Il y a plusieurs associations qui touchent différentes franges du public et qui sont en proximité et qui déjà ont commencé à expliquer ce qui se passait en ce moment. Et c'est là la grande force de la réponse. Il faut peut-être qu'on termine. Juste pour la presse et les forums ouverts, parce qu'on ne sait pas complètement... ce qu'on voudrait éviter, c'est des caméras, parce que par rapport à la présence de la presse ou de journalistes, je ne sais pas si vous voulez y assister, mais dans ces cas-là, prenez contact peut-être avec Destination Famille avant, qu'on vous dise un peu... voilà, je pense qu'ils sont en train de réfléchir à... Voilà, parce qu'il faut que vous puissiez voir et en même temps, faut pas perturber, voilà, juste les échanges. Non, mais il faut pas. Tout à fait. C'est forum ouvert, mais il faut pas. On veut éviter les, voyez, enfin les gros sabots, quoi. Voilà. Voilà, ou alors vous participez. Donc plutôt presse écrite, tout ça, on préfère. Un peu subtil dans la façon de rendre ça visible. Oh là là, on sait jamais. Non, mais voilà, c'est de mettre les gens à l'aise. Voilà. Bon, je vous remercie beaucoup. À samedi peut-être.